En parler, Honoré Naom. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur la 94.3 Radio Cotonou. Les partis politiques doivent désormais avoir 20% par circonscription électorale pour pouvoir lever un siège lors des élections communales et législatives. À défaut, un accord de gouvernance entre partis et avoir 10% de suffrage au plan national. Par ailleurs, celui qui veut briguer la magistrature suprême doit être parrainé par 15% des maires et députés, et aussi les parrains doivent provenir des 3/5 des circonscriptions électorales de notre pays de Bénin. C'est ce que précise entre autres la modification apportée au code électoral pour, bien entendu, renforcer les partis politiques pour certains et des manœuvres d'exclusion pour d'autres. Quel regard la société civile porte, bien entendu, sur cette actualité qui cristallise un tant soit peu les attentions dans la sphère politique de notre pays. Sans une relecture, ce code sera appliqué pour les élections générales de 2026. Alors, comment réussir à organiser des élections pacifiées pour le bien de la communauté tout entière? Au cours de votre dominicale de vérité, vous suivrez les recommandations du Front des organisations nationales contre la corruption FONAC. Nous recevons d'ailleurs sur ce plateau celui qui préside ce rassemblement d'ONG. Bonjour, Monsieur Jean-Baptiste Elias. Bonjour, Monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie d'avoir invité la société civile sur ce plateau. D'accord. Merci beaucoup à vous. La mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba à la prise de vue, Job Tikpey à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Et vous le savez bien, à 11h15, vous pourrez donc intervenir, chers auditeurs. Vous allez appeler en direct 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73 pour intervenir en direct, ou bien vous envoyez votre message via WhatsApp sur les numéros 50 52 52 113. Merci donc de prendre le rendez-vous avec nous pour cette émission avec Monsieur Jean-Baptiste Elias. Et il a précisé, la société civile est sur ce plateau. C'est vrai, on a reçu les acteurs politiques de la mouvance, de l'opposition également. Et là, aujourd'hui, nous sommes avec quelqu'un de la société civile pour porter donc le regard de la société civile et plus précisément du FONAC, le Front des organisations contre la corruption dans notre pays, le FONAC. Alors, bonjour Monsieur Jean-Baptiste Elias à nouveau. Bonjour à nouveau et bonjour à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent en ce moment. D'accord, j'ai bien envie de démarrer en vous posant la question suivante. Comment se porte le FONAC ? Le FONAC se porte très bien. Ah bon ? Le FONAC continue de faire ses activités comme prévu. Oui. Et nous répondons toujours aux sollicitations des médias qui constituent les partenaires privilégiés du FONAC. D'accord. Donc, mais on voit plus trop de bruit comme avant. Oh là là, il y a du bruit toujours. Prenons l'exemple des élections législatives du 8 janvier 2023. Oui. Nous étions sur la plupart des plateaux qui nous ont invités entre octobre 2022 et janvier 2023. D'accord. Nous avons fait beaucoup d'éléments. N'oubliez pas que c'est le FONAC qui a demandé de faire l'audit de la liste électorale. Et ça a été fait. D'accord. On a invité les partis politiques, toutes tendances confondues. Le FONAC était au rendez-vous. Le FONAC a permis avec l'ANIP de passer en revue le contenu du RAVIP et du contenu de l'extrait, n'est-ce pas, de ce RAVIP qui servirait, donc qui a servi d'ailleurs à la liste électorale. Le FONAC était sur le terrain pour présenter un certain nombre d'éléments. Le FONAC a fait une conférence de presse pour dire ce qui se passe sur le terrain, comment le Sénat n'arrive pas à faire ce qu'il doit faire. Le FONAC a lancé des messages à tous les citoyens de ce pays, 10 messages en tout, concernant le comportement que l'on doit avoir pour les élections du 8 janvier 2023. Et le FONAC est passé également pour faire le point de la situation mieux. Le FONAC, après que tout ça a été fait et que
la Sénat a publié son rapport général, Oui. le FONAC a écrit à la Sénat pour dire de publier les résultats poste de vote par poste de vote. Nous y reviendrons dans cette émission également, si le temps nous le permet. Donc, le FONAC joue son rôle comme d'habitude. Oui. Et en matière de corruption en tant que telle, le FONAC reçoit toujours les dossiers, les instruit, et demande aux ministres concernés des autorisations nécessaires pour aller faire les investigations dans les structures concernées. D'accord. Puis, nous faisons le travail et les corrections nécessaires sont faites. Savez-vous que nous ne sommes pas là pour faire du one-man show? Il ne faut pas courir chaque fois pour venir sur les plateaux de télé ou de radio pour dire il s'est passé telle chose. C'est seulement celui qui ne fait rien dans la vie qui ne se trompe pas. D'accord. Donc quand les gens se trompent et que nous venons constater les faits, nous faisons des recommandations. Les recommandations sont suivies, les corrections sont faites. C'est fini. Il n'y a pas lieu de vouloir chaque fois courir. C'est quand justement le travail que nous faisons, ce n'est que 10% à peine que la population connaît, parce que quand on finit et qu'on fait des recommandations pour corriger ce qui a été mal fait, c'est quand il y a la résistance que nous venons justement à la presse pour dire attention, voilà, il s'est passé telle chose à tel endroit, nous avons dit ci, nous avons fait ça, nous avons apporté toutes les preuves, on n'a pas voulu corriger, nous livrons ça à la population. Donc, les 90%, je dirais même 98% de ce que nous faisons, on ne vient pas à la presse pour le dire. C'est pour ça que vous avez peut-être constaté qu'on ne faisait pas de bruit comme on le fait toujours. Et ça se poursuit encore jusqu'à maintenant. D'accord. On retient globalement que le FONAC continue de jouer sa partition dans la société. Absolument. Le FONAC continue de jouer sa partition. Et nous avons des dossiers qui sont au niveau d'un certain nombre de ministères. Nous avons rencontré les ministres. Nous avons écrit à ces ministres. Nous avons fait les investigations. On a fait des recommandations. Et actuellement même, ce jour, 24 et mars 2024, nous avons encore des dossiers au niveau d'un certain nombre de ministères pour lesquels nous attendons la suite pour savoir qu'est-ce que l'on va faire pour les corrections nécessaires. Quand les corrections ne se feront pas et que nous allons constater qu'il y a la résistance, eh bien nous allons venir à la presse pour dire ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous allons focaliser notre attention sur l'actualité politique de notre pays. Vous avez suivi donc cette actualité comme tout bon citoyen. Le rejet de la proposition d'une loi pour modifier la loi fondamentale de notre pays. Les députés ont rejeté ça. Maintenant, les amendements ont été apportés au code électoral pour les élections élections générales de 2026. On sait très bien que la Cour a fait des injonctions aux parlementaires d'apporter donc quelques modifications au code électoral, et aussi cela a suscité donc des tiraillements au sein de la classe politique. Le code a été amendé. Le président de la République a demandé à la Cour constitutionnelle de voir la constitutionnalité du test, ce qui a été fait, et le président de la République a promulgué donc ce code électoral. Alors vous, au sein de la société civile, et plus précisément, j'insiste là-dessus, au niveau du FONAC, comment vous avez vécu cette période ? Le FONAC a suivi avec attention tous les développements de tout ce que vous venez de dire tout à l'heure. D'accord. L'introduction de la proposition de loi modificative de la Constitution faite par l'honorable député Hassan Seibou a fait l'objet d'une analyse particulière du FONAC. D'accord. Nous n'avons pas compris. Dites-nous tout. Mais oui, nous n'avons pas compris. Et nous ne comprenons pas à ce jour. L'on veuille bien inverser le tour des élections pour mettre la présidence avant les législatives et les communales d'une part, parce que pour nous, ça n'a aucun intérêt d'une part. Mais le danger qu'il y avait dans cette opération, c'est de vouloir écourter la durée du mandat du président de la République de 70 jours, 75 jours, quelque chose comme ça. Il faudrait que nous essayons de refuser les manipulations de va-et-vient. Entre-temps, en 2019, on a ajouté 45 jours, combien 45 jours au mandat du président de la République. Maintenant, on veut retrancher 70 jours, 75 jours du mandat de la République, du mandat du président de la République. Ce n'est pas une bonne chose. Si ça passait, ça veut dire qu'à tout moment, on peut
changer, augmenter, diminuer, changer, augmenter, diminuer. Or, nous au FONAC, qu'est-ce que nous avons fait dans ce domaine-là? Nous nous sommes dit, on ne change pas les règles du jeu en cours de jeu. C'est exactement comme si nous étions sur un terrain de football. Les règles du jeu sont connues. On sait à quel moment il faudrait siffler le penalty. On sait à quel moment il faudrait siffler le corner. Puis, l'arbitre se lève pour dire non, 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 ce n'est plus ça. On a touché au ballon à la main dans l'autre camp. Il siffle le penalty pour aller jouer dans l'autre camp. C'est pas bien. Autrement dit, il ne faut pas changer les règles du jeu en cours de jeu. Le chef de l'État a été élu sur la base d'une constitution qui dit qu'il a 5 ans à faire. Il a prêté serment. Il a juré de respecter la constitution. C'est bien, les honorables députés ont le loisir de faire des changements, mais pas dans ce domaine-là. Et nous avons écouté justement les politiciens tirer à boulet rouge sur cette proposition dans un camp, et d'autres politiciens qui appuyaient. Nous, on était sidérés de voir des intellectuels vraiment que nous respectons, qui ont dit que c'est bon de faire comme ça. Ce n'est pas bien. Au niveau du FONAC, nous avons analysé cette situation. Nous avons trouvé que ce n'est pas bien. Heureusement que les honorables députés ont rejeté cette proposition qui n'a pas prospéré. Donc c'était un ouf de soulagement. Pour tout le monde d'ailleurs. Vous avez vu comment la situation s'est calmée parce qu'on sentait vertueux, on sentait très clairement une tension dans le pays. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la loi sera adoptée? Est-ce que la loi sera rejetée? Et la nuit, là, où on a rejeté la loi, il y avait un ouf de soulagement, comme vous venez de le dire. D'accord. Alors, voilà, on finit de parler de ce rejet de la loi de la proposition de loi pour la révision de la Constitution. Mais après ça, c'est le code qui a été mis sur tapis. Et donc, il y a eu aussi des grincements dedans. Et vous avez vu ça comment? Oui, la révision du code électoral introduite par l'honorable Akhenatonde, puis par l'honorable Nourenou Achade. Les textes ont fait l'objet de discussions en commission des lois. Les textes ont fait l'objet d'un rapport de la commission des lois. La plénière, dans la nuit du 5 au 6 mars 2024, nous avons tous suivi en direct sur la télévision de l'hémicycle ce qui s'est passé. Puis, le vote a été acquis. 79 voix pour, 28 contre, une abstention. Parfait. Nous sommes des légalistes. La majorité a tranché. Puis, nous avons l'arbitre, qui est la Cour constitutionnelle, a été saisi par des citoyens d'une part, par des honorables députés d'autre part, et par le président de la République. La Cour a donné son arrêt, la décision de la Cour, numéro DCC 24040 du 14 mars 2024. Nous sommes des légalistes au niveau du FONAC. D'accord. Nous respectons les décisions de la Cour constitutionnelle et nous prenons acte. Mais quand vous dites ça, j'ai l'impression que vous n'êtes pas content. Non, content ou pas content, c'est ça. De toute façon, si vous faites vraiment, je répète, si vous faites vraiment un sondage d'opinion, sondage indépendant d'opinion de la population sur ce qui s'est passé, vous serez surpris de savoir que... L'avis serait négatif, c'est ça? Absolument. Le mécontentement est là. Mais la Cour a décidé, nous avons pris acte de ce qui s'est passé. Mais, comme vous venez de le dire, vous avez reçu sur ce plateau les responsables de la mouvance, les responsables de l'opposition, et nous avons écouté le son de cloche des deux camps. Aujourd'hui, vous avez appelé la société civile, je vous remercie, parce que les auditeurs et auditrices de votre chaîne auront le temps d'écouter les trois versions, c'est-à-dire la voix de la mouvance, la voix de l'opposition et la voix de la société civile. Alors, une fois que ceci est fait, je voudrais, avec votre permission, faire le point de la situation de ce que nous avons entendu
sur beaucoup de chaînes de radio, de télévision et même dans la presse écrite. D'accord. Les tenants du document qui disent que la loi a été votée dans de bonnes conditions ont commencé par dire que la loi est inclusive. C'est-à-dire que la loi portant code électoral corrigé est inclusive. Ça veut dire que ça n'exclut personne. Oui. Ce n'est pas vrai. Au niveau du FONAC, on a fait le point, ce n'est pas vrai. C'est pas inclusif. Ah non, pas du tout. Pas du tout, c'est exclusif. Ça s'impose à tous les partis Oui, politiques. oui, ça s'impose. Je dis une fois encore que nous sommes des légalistes. Oui. Nous avons pris acte de la décision. Ça s'impose à tout le monde. Mais sur votre plateau ici et sur d'autres plateaux, les mouvanciers ont dit que la loi est inclusive. Et je dis c'est faux. Bon, Puisque vous voulez... Expliquez-nous. Voilà. Vous voulez... Très bien. Expliquez-nous. Comme vous venez de dire à l'introduction, il est dit que pour participer, il faut désormais 15% pour la présidentielle. Il faut avoir 15% de parrains du parrainage. provenant de 3/5 de Très la bien. circonscription électorale. 15% des parrains aujourd'hui, nous avons comme parrain 186. Oui. C'est-à-dire 109 plus 77. 186. Il faut, les 15%, ça fait 28. Voilà. 28 parrains. Très bien. Divisez 28 par 186. Vous trouverez 5. D'accord? Oui. Les mêmes qui parlent savent et répètent tous les jours qu'il y a 15 partis dans le pays. Ça veut dire quoi? Si pour parrainer, il faut 28, le maximum de parrains qu'on peut faire, c'est 5 ou 6. Mais ils sont 15. Prenons le maximum 6. Si on dit que c'est 6 seulement qu'on peut parrainer normalement, avec la volonté et l'indépendance des parrains, Oui. ils ne peuvent parrainer que 6. Sur les 15, il reste 9. Les 9 là sont exclus ou pas? On ne peut pas parler d'inclusivité. Ce n'est pas vrai. Les 9 là sont exclus d'une manière ou d'une autre. Je reconnais que la loi est toujours exclusive. Parce que sur le même plan, ici au Bénin, nous disons que le président de la République, pour être élu, il faut 40 ans, au moins 70 ans au plus. C'est déjà une exclusion. C'est une exclusion déjà. Oui. Puisqu'en France, vous avez 18 ans, vous pouvez être candidat aux élections présidentielles. En Côte d'Ivoire, vous avez 35 ans, vous êtes candidat, et puis il n'y a pas de limite, et c'est étude. Donc, il y a déjà de l'exclusion, c'est normal. Nous, tout le monde connaît que c'est comme ça. Donc, qu'ils connaissent, qu'ils continuent de dire que c'est ça, c'est pas bien. Ça fait un. Deuxième élément, on leur dit, vous ne devez parrainer que des gens de votre parti ou, à défaut, des gens proposés par votre parti. Il y a combien de partis qui ont cette marge-là? Ils sont que 3. 3. Et Thomas dit, les 3 ne peuvent parrainer que 3 personnes puisque vous devez parrainer les gens de votre parti. De 3. parti politique, oui. Ça veut dire qu'il reste 12. Les 12 sont exclus aussi. Et on me parle d'inclusivité, ce n'est pas vrai. Dernier élément maintenant. On dit, vous devez parrainer seulement ceux qui sont de votre parti ou ceux qui sont proposés par votre parti ou ceux qui sont dans une alliance de partis avec votre parti. Accord de gouvernance. Accord de gouvernance. Ça fait toujours 3, pas plus. Mais ce qu'il faut comprendre, Oui. vous êtes un candidat qui voulait aller à une compétition et vous avez envie de gagner. On vous dit, oui, mais vous voulez aller à la compétition, mais on ne veut pas que vous y allez seul. Je vous donne l'opportunité, vous, de choisir votre compétiteur. Vous allez choisir un compétiteur qui va vous battre? Ce n'est pas vrai. Vous choisirez un compétiteur qui est moins que vous, dont vous êtes sûr qu'il ne pourra pas vous battre. Autrement dit, il y a toujours l'exclusion. Donc, Ça j'ai pas compris. un exemple. J'ai pas compris. Je suis sûr que les auditeurs sont dans la même situation que moi. On y va. Aujourd'hui, on leur dit, Oui. très bien, vous avez le parrainage. Oui. Vous devez parrainer quelqu'un de votre parti ou quelqu'un qui est issu de votre parti ou présenté par votre parti. Oui. C'est clair maintenant que ce n'est pas possible. Vous ne pourrez faire que 3. Oui. 12 sont exclus. Oui, les 12 autres partis politiques ne peuvent pas compétir. Prenons l'hypothèse où on dit le parrain est libre de choisir qui il veut. Oui, si c'était comme ça. Si c'était comme ça, Oui. il est libre de choisir qui il veut.
Mais nous sommes toujours dans la logique des 28. Hein. Il est libre de choisir qui il veut. Mais quand le parrain sait bien que lui, son parti a un candidat et qu'il veut que son candidat gagne, même si on lui dit d'aller choisir quelqu'un d'autre, il ira choisir un nul. Bien sûr, il ira je ne veux pas sortir le mot, vous l'avez sorti. Oui. Il ira choisir quelqu'un qui n'est pas en mesure de battre son candidat. Voilà. Et donc, l'exclusion est toujours au rendez-vous. Maintenant, toujours sur les plateaux, nos amis ont dit, oui, on veut avoir un parti fort. Oui, on veut faire comme les États-Unis. Oui, on veut faire comme le Ghana. Oui, on veut faire comme le Nigeria. Là aussi, ce n'est pas bien. Les gens n'ont pas dit la vérité à la population. Allons-y. Au Ghana, au Nigeria, aux États-Unis, il n'y a pas le parrainage. Donc, ce n'est pas la même chose. On ne peut pas dire que nous voulons faire comme ces pays-là. Ce n'est pas vrai. Ils n'ont pas dit à la population que là-bas, il n'y a pas de parrainage. Et ici, le parrainage exclut les gens. Deuxième élément. Oui. Aussi bien au Ghana, au Nigeria qu'aux États-Unis, on peut avoir des candidats libres, des candidats indépendants. Qui ne sont pas forcément membres d'un parti politique. La dernière élection qui a eu lieu au Nigeria, il y a eu 18 candidats. La dernière élection présidentielle qui a eu lieu au Ghana, il y a eu 11 candidats. La dernière élection qui a eu lieu aux États-Unis, tenez-vous bien, il y a eu 1225 candidats. Les gens ne sont pas au courant parce que les deux partis forts, à savoir les partis républicains et les démocrates, ils ont l'argent nécessaire pour payer pour la communiquer. presse. Pour communiquer. Merci beaucoup, c'est le mot. Pour communiquer, si bien qu'on n'entend pas les autres. Et au finish, il y a eu 9 candidats. Des indépendants, des écologistes, des ceci, des cela. Et c'est les deux qui avaient les moyens financiers forts qu'on a retrouvés dans le lot. Donc, ne dites pas que nous voulons faire comme les États-Unis, on veut faire comme le Ghana, on veut faire comme le Nigeria. Je continue. Au Ghana, vous savez combien il faut comme caution pour un député? Le député qui est candidat, sa caution, c'est 500 cédis. 500 cédis. $1 américain fait 12,90 cédis. 12,90 cédis. Autrement dit, le montant de la caution pour le Ghana, pour être député, ne fait même pas 50 000 francs CFA. Ça fait combien ici? 3 millions pour les dernières élections. Il paraît que maintenant, on a diminué un peu, ça fera 1,7 million. C'est déjà une exclusion. Mais il n'y a pas de doute. On y va. Là où on fait comment dirais-je, le parrainage. Prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire. Vous voulez être candidat aux élections législatives, votre caution c'est 100 000 francs CFA. Point, pas plus. 100 000 francs CFA. Point, pas plus. Allez vérifier. Et donc, ils n'ont pas dit ça à la population, si bien que la population a cru que, bon, ok, ceux qui sont dans la logique de parrainage, c'est ça. Ceux qui sont dans la logique de ceci, c'est ça, etc. Ce n'est pas vrai. Donc, il y a ces éléments-là qu'il faudrait dire aux uns et aux autres. Maintenant, si vous voulez bien, nous allons revenir sur la loi qui est... Mais la formule qui est proposée aujourd'hui au Bénin, est-ce que ça ne donne pas plus de lisibilité? Quelle lisibilité? Je vous pose la question. Oui, quelle lisibilité vous souhaitez comprendre? Parce que vous dites que dans d'autres pays, on a peut-être plus de 10 candidats, 9 candidats. Oui. Aujourd'hui, là, vous voyez déjà clairement qu'il n'y aura que 3 candidats au plus. Oui, c'est mauvais. C'est mauvais. Absolument. Nous estimons que c'est mauvais. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas demander à 186 personnes, dans une population de 13 millions d'habitants, de dire c'est vous qui allez choisir celui qui ira se présenter devant les électeurs pour dire me voici, je vous fais un projet de société, appréciez-moi, si vous voulez, vous prenez, si vous ne voulez pas, vous prenez quelqu'un d'autre. C'est trop faible. 3 candidats, c'est trop faible pour vous. Absolument. C'est trop faible. Les pays qu'ils ont cités là n'ont pas mis 3 candidats. D'accord. Et ces pays-là sont bien en avance sur le Bénin. Si vous prenez par exemple le cas, n'est-ce pas, au niveau de la CEDEAO, sur les budgets, vous trouverez que la Côte d'Ivoire est au numéro 1. Le Sénégal passe, le Ghana passe avant le Bénin. Et tous ces pays-là qu'on a cités pour dire c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, ce n'est pas vrai. Donc, nous, au FONAC, on a fait le débat. Nous avons discuté entre nous et nous avons estimé qu'il faut ouvrir le jeu pour que celui qui estime qu'il a un projet porteur pour le Bénin
puisse se présenter devant les élections. Tiens, je continue. Oui. On a officiellement autorisé 15 partis politiques au Bénin. Ça, tout le monde le sait. Mais c'est déjà une bonne chose. Comme vous le dites. Est-ce que les réformes qui ont permis donc d'en arriver là? Non, là également, ce sont des histoires qu'on a racontées au peuple. Ah bon? Oui, tenez. Avoir 15 partis qui fonctionnent normalement dans un pays au lieu d'en avoir 200? Tenez, non, ne parlez pas de 200 justement. C'est ça qu'ils ont dit justement. D'accord. Pour endormir le peuple. Ce n'est pas ça, c'est pas vrai. Ok. En effet, quand on a dit multiparti intégral et que les gens ont créé leur parti, la loi disposait expressément que quand il y aura des partis qui n'iront pas aux élections un certain nombre de fois, ils disparaissent de la scène politique. C'est le ministre de l'Intérieur à l'époque des faits qui n'a pas fait son travail pour nettoyer. Tenez, prenez l'exemple sur la représentation nationale 2015 à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas 200 partis. Il y a combien de partis? Il n'y a même pas 10. Autrement dit, si on avait nettoyé comme c'était prévu dans la loi, que vous n'avez pas participé, vous sortez des rangs. On dit, voilà le nombre de partis qui restent. Vous ne trouverez pas 20 à l'époque. Donc, il ne faut pas parler de 200 partis, ce n'est pas vrai. Donc, c'est des histoires. Autre chose, nous crions ici que, bon, nous voulons faire comme le Ghana, nous voulons faire comme ci, comme ça. Vous savez combien de partis politiques il y a au Ghana? 25. Nous, on est à 15 et on refuse, je pèse bien mes mots, à 12 de se présenter devant les électeurs. Mais celui qui a constitué son parti politique, qui a respecté les lois de la République, qui a eu le récépissé de création de son parti politique. Oui. Il n'est pas venu pour aller vendre de la tomate au marché. Il est venu pour conquérir le pouvoir d'État et l'exercer. Mais par les urnes, bien entendu. Tout à fait. Voilà que vous lui refusez d'aller se présenter devant les électeurs pour recevoir leur voix et leur dire, allez-y. Mais on lui donne la possibilité de faire des accords de gouvernance. Mais oui, avec qui? Avec d'autres partis politiques. Non, pour pouvoir se positionner. Puisque vous soulevez la question, oui. Prenons l'exemple des dernières élections. Oui. Les dernières élections législatives, il y a eu 7 partis qui ont été autorisés à y participer. 3 sont à l'Assemblée actuellement, il reste 4. Si nous prenons l'exemple de 10%, on dit, regroupez-vous pour avoir 10%. Tenez. Moël Béné avait 2,28%. FCBE avait 4,44%. UDBN avait 1,07%. MPL avait 1,28%. Les 4, même si les 4 se réunissaient pour faire un grand parti, comme on le dit, ils ont 9,07%. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas les 10%. Ils n'ont même pas les 10%. Alors, donc ce n'est pas de ça qui... le problème n'est pas là. Alors qu'on leur demande maintenant d'avoir 20% ensemble. Très bien. Alors, vous voyez donc que l'exclusion se poursuit. Même le fait de dire... Regroupez-vous. Si les 4 qui étaient aux élections législatives de 8 janvier 2023 se regroupaient aujourd'hui pour dire nous sommes ensemble, ils ne font même pas les 10%. Autrement dit, on n'aura pas le résultat. C'est ailleurs. L'exclusion se poursuit. Nous sommes conscients qu'il y a exclusion. Nous sommes légalistes. On va respecter la loi. Mais il y a un certain nombre d'incongruités dans la loi que nous allons peut-être soulever. Allez-y. Et pour lesquelles il faudrait faire quelque chose. Allez-y rapidement. Alors, prenons l'exemple de la loi telle qu'elle est actuellement. Voici la loi, le code électoral qui est là. Et voici la révision du code électoral. L'article 1er de la loi qui est en vigueur aujourd'hui dispose expressément un certain nombre de définitions. Je vais prendre seulement 3 pour ne pas ennuyer les auditeurs. 1. Fiabilité. Ils ont défini la fiabilité. Les élections doivent être fiables. 2. Sincérité. Les élections doivent être sincères. 3. Transparence. Les élections doivent être transparentes. Mais prenons l'exemple du 8 janvier 2023. Est-ce que les élections ont suivi les 3 définitions que je viens de donner? C'est non. Non pour les raisons que voici. C'est vous qui le dites. Oui. J'arrive et je vais vous apporter la preuve. Allez-y. L'article 144 de la loi sur le code électoral dispose que nous avons 24 circonscriptions électorales. Puis l'article 146 dispose qu'il faudrait qu'on puisse déterminer par circonscription électorale un quotient électoral. Et c'est ce quotient électoral-là qu'on divise par le nombre de voix obtenues dans la circonscription électorale pour attribuer le siège ou les sièges aux partis politiques. À ce jour,
24 mars 2024. Connaissez-vous le quotient électoral de la circonscription électorale numéro 1, la 2, la 3, la 4, la 20, la 24? Il n'y en a pas. En prenant le rapport général de la Sénat sur les élections du 8 janvier 2023, que la Sénat a envoyé officiellement au FONAC, nous avons regardé, nous n'avons trouvé nulle part le quotient électoral. Autrement dit, sur quelle base on a attribué les postes aux trois partis pour dire X à tel nombre, Y à tel nombre, Z à tel nombre? C'est sur quelle base? Nous voulons la transparence. Deuxième élément, quand c'est comme ça, nous au FONAC, nous avons écrit à la Sénat pour dire nous avons bien reçu le rapport que vous avez envoyé, mais nous n'avons trouvé nulle part, ni dans le document, ni sur le site de la Sénat, ni sur aucun autre site, n'est-ce pas, du gouvernement ou de l'État béninois, la publication des résultats. Autrement dit, la transparence qui est demandée, qui est bien inscrite dans la loi n'a pas été respectée. Et mieux, nous avons demandé à ce que nous publions les résultats poste de vote par poste de vote. À ce jour, ce n'est pas fait. Autrement dit, vous qui avez peut-être suivi le dépouillement des élections au poste numéro 2500 par exemple, aujourd'hui vous ne savez pas, après compilation et tout, qu'est-ce qui s'est passé et comment se fait-il que le nom, on a dit que c'était... Est-ce que la loi fait obligation à la Sénat de jouer comme ça? Mais justement, la loi doit faire obligation puisque la loi a parlé de transparence. D'accord. Si vous voulez être transparent, vous devez mettre tout sur la place, que tout le monde puisse savoir, sauf les endroits où il y a du secret. Or, en matière électorale, il n'y a pas de secret. Donc pour le FONAC, il faut préciser ça dans la loi. J'arrive. Il faut le préciser. Et donc, en décembre 2022, à Grand-Bassam, en Côte d'Ivoire, la CEDEAO a convoqué un séminaire des 15 États membres pour parler de la proclamation des résultats des élections en général. D'accord. J'étais dans la salle. Le rapporteur de la Sénat était dans la salle. Et on a bien dit très clairement, pour la transparence des élections, il faut publier les résultats poste de vote par poste de vote, bureau de vote par bureau de vote. Et je l'ai interpellé pour dire, monsieur le rapporteur, vous avez entendu? Il dit oui. Il y a des témoins, hein? Il y a d'autres Béninois qui étaient venus là-bas en tant qu'experts et qui étaient là dans la salle. Mais quand, au niveau de chaque poste de vote, on dit qu'on va faire le dépouillement, on dit qu'on compte les bulletins, il y a tel nombre de voix pour le parti A, le parti B, le parti C, le parti D. Et qu'à la fin, on doit afficher le dépouillement, ça veut dire que c'est public. On a bien dit d'afficher, c'est public. L'article 92 du code qui est en vigueur, qui a été même repris, même chose ici, l'article 92 dit qu'il faut afficher. Donc, ça veut dire que ce n'est pas secret. Pourquoi on peut afficher au niveau du poste de vote et qu'on ne peut pas le mettre dans un document pour que tout le monde voit? Ainsi, tout le monde saura que, moi j'étais dans le poste tel, voilà le chiffre qu'on avait trouvé, c'est correspondant, etc., etc. On a fait un méli-mélo de tout et on a vu. Donc, ce n'est pas bien. Deuxième élément important maintenant. Nous arrivons au problème, toujours, des élections, en ce qui concerne les éléments qu'il faut corriger à notre avis. D'accord. L'article 90 d'abord. L'article 90 dit qu'il faut prendre les feuilles de dépouillement et les PV de dépouillement avec des papiers carbone avec 5 volets. 5 volets, c'est écrit là dans l'article 90. Le volet numéro 1, après avoir rempli ça, va à la Cour constitutionnelle ou à la Cour suprême selon l'élection. Le volet numéro 2 va à la Sénat. Le volet numéro 3 ira à l'arrondissement pour la compilation. Le volet numéro 4 est pour le président du poste de vote. Le volet numéro 5 sera affiché. Puis, à l'article 92, on dit, après avoir fait ça tout de suite, on donne copie des PV et des feuilles de dépouillement aux représentants des partis. Il n'y en a plus, puisque les 5 sont partis. D'accord. Les 5 feuillets sont partis. Oui. Mais on dit dans l'article 92... On va photocopier? Nouveau. Mais la photocopie n'est pas valable. Puisque l'article 90 dit bien que c'est l'original de ces volets-là qu'on peut prendre pour saisir la Cour constitutionnelle en cas de contestation. D'accord. La preuve,
Tous ceux qui ont contesté pour dire c'est moi qui ai gagné, ils ont même amené des huissiers pour constater. Les huissiers sont venus, ils ont apporté les preuves, la cour a rejeté pour dire non, nous on veut le voler. Ils ont dit non, on n'a pas donné. On dit c'est tant pis pour vous. Et donc tout a été rejeté. Alors, il faut corriger ça. Oui. Si nous voulons la transparence et si nous voulons que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème. Voilà un certain nombre de... Même chose pour le 93, au niveau de coordonnateur d'arrondissement. Là aussi, mais là, on dit il faut 4. Il faut faire 4 copies. La première copie à la Cour constitutionnelle ou à la Cour suprême. La deuxième copie à la Sénat. La troisième copie au coordonnateur d'arrondissement. La quatrième copie à afficher. Puis, on dit de donner immédiatement copie à tous les représentants des partis politiques qui sont là. Mais il n'y a plus de copies. Donc, il y a lieu de corriger ça pour le bien de la population afin que ça puisse aller de l'avant. Voilà un certain nombre de choses que nous pourrons dire en répétant encore une fois que nous sommes des légalistes au FONAC et que la Cour a tranché. Nous sommes respectueux des décisions de la Cour, mais nous avons encore 2 ans devant nous pour les élections. Ces 2 ans doivent servir à quoi selon vous? Voilà, j'arrive. Allez-y. Oui. CEDEAO a donné comme date butoir pour changer les choses 6 mois avant les élections. Donc nous avons encore 18 mois devant nous pour apporter les modifications, les corrections nécessaires. Car qu'est-ce qui va se passer? Avec tout ce qu'on a fait maintenant où tout le monde crie qu'il y a exclusion, nous, FONAC, nous demandons à tout le monde de se calmer. D'accord. C'est le calme que nous demandons. D'accord. Pas de panique. C'est ça là que le FONAC demande à toute la population. La loi est dure, nous irons avec la loi. Mais des recommandations, tout à l'heure, on va en faire quand nous serons donc à ce niveau-là. Voilà ce que je peux dire. Je pense qu'on peut déjà aller sur les recommandations parce que dans 4 minutes, on va donner donc la parole aux auditeurs pour que les auditeurs puissent donc poser des questions. Je commence déjà par recevoir les questions via WhatsApp. Donc, je vous donne la parole, M. Jean-Baptiste Elias. Alors, pour nous... Concrètement, les recommandations, qu'est-ce que vous préconisez voilà ce que nous préconisons. Pour avoir une élection pacifiée? Voilà c'est d'ailleurs le thème de cette émission. Voilà ce que nous préconisons. Que les honorables députés, à travers le président Hassan Seibou, président du groupe parlementaire Bloc républicain, à travers le président Akena Tondé, président du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau, à travers le président Nourenou Achade, président du groupe parlementaire Les Démocrates, de faire des propositions pour corriger ce que nous venons de dire. L'article 19, il faut mettre là-dedans que les résultats seront proclamés et mis à la disposition du public, bureau de vote par bureau de vote, poste de vote par poste de vote. Ça va calmer tout le monde. Il y aura la transparence. Ensuite, il faudrait que l'article 90 dispose expressément qu'on doit prendre les dispositions pour que les PV de dépouillement et les feuilles de dépouillement puissent être en nombre suffisant pour que non seulement les 5 prévus soient satisfaits, mais également les représentants des partis politiques soient satisfaits, comme c'est écrit à l'article 92 et à l'article 93 actuel. Quand on va faire ça et que on va demander à tout le monde de faire ce qu'il faut faire, ce serait bien. Deuxième chose, il faut que tout le monde, les partis politiques, les citoyens, puissent prendre les dispositions pour demander à tous les citoyens béninois de s'inscrire sur les listes, de s'inscrire sur Ravib. Ceux qui ne l'ont pas encore fait n'ont qu'à le faire. Parce qu'en 2026, ceux qui auront 18 ans auront le droit de voter. Ce n'est plus en ce moment-là qu'il faut commencer à courir. Il faut que tous les politiciens qui sont dans les partis politiques puissent commencer par comprendre que l'impôt doit être payé dès maintenant. Il faut qu'il soit à jour vis-à-vis du fisc en 2023. Si ce n'est pas encore fait, il n'y a qu'à régulariser. 2024, 2025, pour être prêt à faire partie de la liste éventuellement. Parce que c'est après, c'est pour tempêter dans voilà, le pour dire, on m'a bloqué, on m'a ceci, on m'a fait ça, donc, on m'a fait ça. Donc nous demandons dès maintenant à ce que tout le monde commence par faire nécessairement ce qu'il faut
pour être à jour vis-à-vis du fisc. Pour réclamer en toute tranquillité le quitus fiscal. Et en ce moment, quand vous aurez votre quitus 2023, quitus 2024, quitus 2025, quand vous allez commencer par demander le quitus pour aller aux élections législatives ou communales, ou pourquoi pas présidentielles, si quelqu'un vous dit non, vous allez dire, mais écoutez, je suis à jour. Et comme on nous a saisi, nous, à l'Autorité nationale de lutte contre la corruption en 2019 plutôt, nous avons les preuves aujourd'hui dans ce studio où des gens étaient à jour, ils n'ont pas eu le quitus. Ça, c'est un autre problème. Si c'est nécessaire, on reviendra dessus. Bien. Ensuite, il faudrait que nous puissions comprendre que ceux qui ont des sociétés ou qui sont actionnaires des sociétés doivent savoir que leur société ou les sociétés dans lesquelles ils sont actionnaires doivent pouvoir être à jour vis-à-vis du fisc. Sinon, la solidarité des membres, n'est-ce pas, des actionnaires jouant, si la société doit au fisc, conformément aux dispositions de l'article 656-3 du Code général des impôts, eh bien, vous n'aurez pas le quitus fiscal parce que vous êtes actionnaire d'une société qui doit à l'État. Donc, il faudra le dire pour que tout le monde puisse comprendre. Oui. Ensuite, il faudrait faire en sorte que nous puissions avoir un certain nombre de comportements. L'article 42 a disposé qu'il faut que le directeur général des impôts puisse donner le quitus. On vient de parler largement de ça. Alors, qu'allons-nous recommander maintenant à la population? Chacun de nous doit se dire non à l'achat de conscience. Chacun de nous doit le dire pour nous-mêmes, pour l'environnement, dans le quartier, dans le village, dans l'arrondissement, dans la commune, dans le département et pourquoi pas au niveau national. Il ne faut pas vendre son âme aux acteurs politiques, c'est ça? Chacun de nous doit dire non à la corruption électorale. Et il faudrait propager cette nouvelle partout. Chacun de nous doit dire non au vote des mineurs. Quand vous êtes mineur et que vous n'êtes pas sur la liste, qu'on vienne vous tendre un papier pour dire allez là-bas voter en mon nom et place, ne le faites pas. Chacun de nous doit dire oui à la proclamation des résultats poste de vote par poste de vote. Chacun de nous doit dire non au vote des étrangers. Vous savez bien que nous avons des frontières. Oui. Le jour du vote, parfois, on prend des véhicules pour aller ramasser des individus de nationalités différentes qui sont dans les frontières pour dire venez voter. Chacun de nous doit dire non, il ne faut pas le faire. Parce que c'est source de violence. Ceux qui jouent honnêtement le jeu vont se sentir blessés et ça peut créer des problèmes. Nous devons dire non au vote multiple. Vous savez bien que des gens, parfois, on a vu en 2021, et ils ont voté. À la place d'autres. À la place d'autres. Il faut éviter ça. Le FONAC recommande d'éviter de voter de façon multiple. Le FONAC refuse et demande à tout le monde de ne pas distribuer les bulletins et autres documents de propagande des partis politiques le jour du vote. Ça peut faire l'objet également de violences. Voilà quelques propositions que nous faisons. Et nous disons maintenant aux partis politiques, faites tout pour être présents dans tous les postes de vote. C'est difficile, mais il faut le faire. Je rappelle aux uns et aux autres. Mais souvent, les partis politiques qui viennent crier après là pour dire qu'il y a mascarade, il y a fraude, il y a faut qu'ils soient là. Souvent, ils n'ont pas de représentants. Voilà, c'est ça le problème. Il faut qu'ils soient là. Je rappelle aux auditeurs qui nous écoutent en ce moment qu'en 2011, l'Observatoire de lutte contre la corruption, la modeste Observatoire de lutte contre la corruption, a eu à faire l'observation des élections dans tous les postes de vote sur toute l'étendue du territoire national. La Cour constitutionnelle peut témoigner. Pourquoi pas vous, partis politiques? Pourquoi pas vous, éminence personnalité qui dirigez ce pays? Faites-le pour la transparence. Aujourd'hui, 24 mars 2024, le Sénégal est en train de faire le vote. Il y a 16 000 bureaux de vote. Il y a 2400 observateurs qui sont déployés sur le terrain. Ce n'est pas suffisant. Mais ce qui est important là-bas, c'est qu'on a mis à la disposition des journalistes la possibilité d'aller dans chaque bureau de vote. Et une fois que le dépouillement est fait, immédiatement, eux, ils balancent le résultat brut. Le monde entier est au courant tout de suite. Malheureusement, au niveau de la CEDEAO, c'est le seul pays qui a autorisé
une telle disposition. Mais puisque nous n'avons pas ça au Bénin, au moins, il faut que nous soyons là, dans les postes de vote, pour voir. Et surtout, il faudrait faire tout au niveau de l'Assemblée ou au niveau de la Cour constitutionnelle pour que l'article 92, l'article 93 qu'on vient de dire, on puisse trouver les voies et moyens de donner copie des PV aux partis politiques et aux représentants des candidats afin que, en cas de contestation, la Cour puisse avoir les éléments officiels pour pouvoir trancher. Voilà les propositions que nous, au FONAC, nous pouvons faire. Merci beaucoup à vous, Monsieur Jean-Baptiste Elias, pour vos propositions. À présent, on va donner l'antenne aux auditeurs qui vont intervenir. Je rappelle les numéros 41 17 18 ou le 50 52 52 73 pour passer en direct sur ce plateau et évoquer vos préoccupations, vos questions à notre invité du jour. D'autres peuvent laisser leur message sur WhatsApp. On va prendre le tout premier intervenant. Bonjour. Monsieur Naoum, vous me recevez? Je vous reçois. Paul Lasso d'attend depuis le stade du feu général Mathieu Kéréko. Nous vous écoutons. Je salue monsieur Elias que j'ai toujours soutenu. Bonjour. Oui, bonjour. Je vous ai toujours soutenu pour votre franc-parler. Et j'ai toujours demandé à la classe politique souvent que vos enfants puissent être fiers de leur papa. Mais quand je vois ces nouveaux codes électoraux votés, moi, je pense que je me retrouve entièrement dans ce code-là parce que il faut que l'ancienne classe politique puisse laisser un peu la place à la jeunesse. Et je pense que ces lois mises dans ce nouveau code électoral, je pense que nous devons tous soutenir ça pour les discipliner. Tout le monde veut aller à la politique. Les anciens ne veulent pas aussi laisser la place aux nouveaux venus. Et je pense que si on leur dit d'aller chercher les 15% ou bien d'aller chercher les 20%, il faut qu'ils aillent travailler sur le terrain, qu'on arrive à les discipliner. Parce qu'on cherche les apprentis menuisiers, on ne trouve pas. On cherche les apprentis maçons, on ne trouve pas. Tout, c'est là où on va chercher l'argent facile. Et tout le monde, ils ne veulent pas lâcher. Et je pense que si eux-mêmes sont en train de voter ces lois-là, ils voient que c'est peut-être pas pour les mettre frais à ces anciennes classes politiques-là de libérer la place aux jeunes. C'est une question que je me pose. C'est ce qui m'amène sur l'antenne dans votre émission ce matin. Et merci. Je continue à vous saluer pour votre courage. Merci beaucoup à vous. Et nous poursuivons. Bonjour. Chers amis journalistes de la radio Cotonou, bonjour. Bonjour à vous, Sébastien Yonkosu. Exactement, c'est Sébastien Yonkosu. Mais je salue votre invité, M. Jean-Baptiste Elias. Bonjour, courage à vous. Bonjour à vous aussi. Et j'ai trois petites préoccupations. La première, pourquoi aujourd'hui nos autorités n'aiment plus écouter les syndicalistes, la société civile, les confessions religieuses? Et si quelqu'un a fait des analyses, raisonne un peu, on les traite systématiquement d'opposants. Ce qui fait aujourd'hui que de nos élites ne veulent plus parler. Soit vous applaudissez, soit vous taisez. Qu'est-ce qui fait ça aujourd'hui? Deuxième préoccupation, vous avez parlé du critique fiscal tout à l'heure que les gens n'ont qu'à commencer par donner. Mais vous savez bien que le critique pour aller aux élections, c'est spécial. Et c'est le directeur général des impôts qui délivre ça dans un délai donné sur une plateforme qu'on nous en ce moment-là. C'est là où c'est compliqué. Comment peut-on faire? Ma dernière préoccupation pour aller rapidement, sur quoi compte la majorité parlementaire pour ramener le taux qui était de 10% sur le plan national, qui avait éliminé d'autres partis qui s'apprêtaient pour remonter à revenir aux 10%, mais on a mis ça à 20% dans chaque circonscription, malgré qu'ils savent bien qu'aucun parti ne pouvait pas avoir les 20% dans les circonscriptions, même s'ils sont ensemble. Sur quoi que sur le vote des citoyens ou bien sur les fraudes, parce que les élections passées, on a vu des gens estampiller des cachets, des bulletins, on avait dit qu'on va les interpeller, mais jusqu'à ce jour, on ne les a pas interpellés sur les fraudes, merci. Ou bien sur les fraudes. Merci beaucoup à vous, Sébastien Yonkosu. On poursuit avec un autre bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Votre nom? Mon nom, c'est Damien Boyas. Je vous appelle depuis la commune de Lida. D'accord, nous vous écoutons. Je salue mon compatriote de la commune de Lida, monsieur Jean-Baptiste Elias. Bonjour. Bon, votre frère qui vous appelle depuis Lida. Ouais. Je fais 19 ans de retraite.
J'ai eu ma retraite en 2006. Et avec respect, je vous demande, puisque je sais que vous êtes un retraité, vous faites combien d'années de retraite? C'est ma seule question pour vous. Merci. Ah bon? Merci. On prend un autre. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, Votre nom? c'est Patient Onsou. Patient Onsou. Oui. Nous vous écoutons. Je salue votre invité. Bonjour. Bonjour. À chaque fois quand je l'écoute, nous avons toujours des icônes dans notre pays et à vendre aux autres pays. Mais malheureusement pour moi, comme l'ancien chef d'État, personne d'âme Kékou a dit, et l'actuel président de la République aussi a dit, il s'est fait qu'il n'y a plus de valeur dans ce pays. Nous ne sommes pas lettrés comme les autres, mais les dispositifs qui sont en place nous demandent un peu de créativité dans tout ce que nous devons faire pour faire avancer dans ce pays sur le plan international. Vous savez, le code qui a été modifié dans la forme n'a rien de grave que ce que tout le monde dit. Mais dans le fond, est-ce qu'on peut obliger, dans une république, on peut obliger à tout le pays de référer aux tests des partis politiques, parce que c'est pas conviction, on adhère à chaque parti politique. Et si l'un des partis A et B veut nécessairement que ses membres respectent les décisions issues de leur parti, est-ce qu'on est obligé de mettre ça dans un code qui concerne tout le pays, toute la nation? Ça, moi, je ne suis pas d'accord avec les députés qui a su modifier cette code. On ne peut jamais dire que les députés, ceux qui sont là, qui vont donner le parrainage, ne doivent pas aller au-delà des décisions issues de leur parti. Or que chacun d'entre nous peut être libre et peut être aspiré à être président de la S'il vous plaît, si je comprends bien ce que vous êtes en train de dire, c'est quoi? Selon vous, on n'a pas besoin d'écrire dans le code que les parrains d'un parti doivent forcément parrainer le choix du parti. Mais le parti peut l'imposer à ses militants ou à ses élus. D'accord. Dans un code électoral. D'accord. Merci beaucoup à vous. On poursuit avec un autre intervenant. Bonjour. Vous avez votre pause radio allumée, je vous prie de l'éteindre. Allô, bonjour monsieur le journaliste. Oui, votre nom? Monsieur François Coussemon. François Coussemon. Oui, je vous appelle du côté de Fidros Centre. D'accord. Ok, bon, moi je voudrais proposer cette émission-là que vous êtes en train de réaliser actuellement. Oui. Soit diffusée au moins sur cette année 2024, au moins 20 fois. Même chose en 2025 et à l'approche de 2026. Parce que je ne sais pas si les autorités à divers niveaux suivent les précisions que monsieur le président du FONAC est en train de faire passer là. Est-ce que les gens suivent ça? Parce que les détails sont tellement clairs et je voudrais que les gens réagissent. Qu'on peut apporter, des réponses contraires à ce qu'il vient de dire, quoi, à tout ce qu'il vient de dire, en ce qui concerne la publication des résultats poste par poste. Ouais. Par exemple, si on fait ça comme ça, je pense que tout le monde doit être aguerri pour faire chose là. Je voudrais simplement saluer le président de FONAC pour son courage et pour tout ce qu'il a eu à dire. Il y a des autorités, Merci. On va prendre un tour dernier à présent et revenir au studio pour la suite. Bonjour. Bonjour, votre nom? Bonjour, c'est Raymond depuis Zayanado. C'est on dit Raymond. Depuis Zayanado. Nous vous écoutons. Je voudrais remercier le président de l'ONG Accra. Non, pas, c'est le FONAC, c'est le FONAC. C'est le FONAC. Monsieur Jean-Baptiste Elval du FONAC. Oui. Pour le travail citoyen et aussi pour le fait qu'il est intervenu en direct. On
fait de radio pour rétablir la vérité. Ou bien de le faire aussi en direct en expliquant que dans certains pays, il n'y a pas de parrainage. Et chacun peut se présenter comme candidat, mais on a essayé de convaincre l'opinion publique du contraire. Je voudrais lui demander une chose. Et nous disons que la Cour est l'ultime recours. Et que la Cour, quand la Cour parle, et c'est fini. Est-ce que, avec votre démonstration, en montrant que le cours n'est pas inclusif, il n'y a plus de recours? C'est ma question. Merci. D'accord, merci beaucoup. Quelqu'un encore là? Ok. On revient donc au plateau pour poursuivre. Vous allez répondre rapidement à ceux qui sont intervenus. Et je pourrais donc lire quelques questions également sur WhatsApp. Il y en a tellement. Ah donc, bon? on va faire vite. Monsieur Tchodaton, merci Oui. beaucoup de votre intervention. Oui, la jeunesse, c'est très bien. Il faudrait que la prenne patience et qu'elle puisse se mettre aux côtés de ceux qui ont un minimum d'expérience pour ne pas aller dans tous les sens. Je connais un certain nombre de pays où les dirigeants sont des jeunes. Je ne veux pas citer le pays pour éviter des affaires diplomatiques, mais vous voyez comment ça se passe. Donc, il faudrait que les jeunes prennent patience, qu'ils se mettent aux côtés de ceux qui ont un peu d'expérience pour pouvoir apprendre aux côtés de ceux-là avant de pouvoir venir travailler et prendre la relève. La relève, d'ailleurs, de toute façon, c'est pour la jeunesse. Aujourd'hui, si vous voyez ce qui se passe au Sénégal, 60% des électeurs sont des jeunes. Et aujourd'hui, 24 mars 2024, là, on fait les élections au Sénégal. 60% des jeunes sont des électeurs. Donc, ils vont prendre le pouvoir, mais il faudrait aussi qu'ils puissent s'agir, qu'ils prennent des renseignements, qu'ils prennent des informations, qu'ils prennent des expériences de ceux qu'on appelle les anciens, sinon les seniors, afin que ça puisse aller de l'avant. D'accord. La société civile n'est plus écoutée. Oui, voilà, mais ce n'est pas notre faute, malheureusement. Il y a parfois certains membres de la société civile qui s'apparentent ou qui prennent position en faveur ou dans tel ou tel parti. Une fois que c'est comme ça, on a du mal à les écouter parce que quand on vous identifie que vous êtes dans tel parti ou que vous parlez dans le sens de tel parti, on se demande si vous n'êtes pas là-dedans ou pas. Moi, Elias Jean-Baptiste, nous au FONAC, nous avons refusé que quelqu'un soit dans un parti politique. Donc, cherchez-moi partout, vous ne me trouverez dans aucun parti politique. C'est ça qui fait la force des propositions que nous faisons. Même pas derrière le rideau? Non, à ce jour, il n'y en a pas. Et il n'y en aura pas. Et la nuit à 23h? Nous avons choisi, nous au FONAC, n'est-ce pas, d'être de la société civile pure et de faire des propositions claires. C'est clair. Et là, personne ne peut dire... Pas de confusion chez vous. C'est très clair chez nous. D'accord. Nos amis qui étaient avec nous nous ont fait l'honneur de nous dire, nous, on veut quitter la société civile, on veut aller au pouvoir. Oui. Et ils sont partis. Mais nous sommes dans la société civile, nous ne sommes nulle part. Alors, je profite de l'occasion pour dire, attention, ceux-là qui étaient dans les partis politiques, qui étaient dans la société civile, qui sont aujourd'hui au niveau politique. Vous entendez ce qu'ils disaient hier et vous entendez ce qu'ils disent aujourd'hui. C'est le jour et la nuit. Nous, on ne peut pas avoir ce double langage. C'est ça qui fait que nous restons dans notre couloir de proposition. Le quitus fiscal, mais oui, vous parlez à quelqu'un qui s'y connaît très bien. Si le temps le permet, j'ai amené tout un dossier ici sur le quitus fiscal. Voilà. Tout ça, c'est sur le dossier sur le quitus fiscal. Nous avons, pendant que j'étais le président de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, invité le directeur général des impôts pour venir s'expliquer. Je pèse bien mes mots, parce que l'Autorité nationale de lutte contre la corruption a ce pouvoir de venir s'expliquer sur les cas où des gens étaient à jour et ont apporté toutes les preuves. Les preuves sont là. Et il a refusé de délivrer le quitus fiscal. Il est arrivé, il y a une feuille de présence qui est là. Tous ceux qui étaient là le jour-là, voici la feuille de présence de ceux qui ont assisté à cette réunion. D'accord. Puis, nous faisons questions écrites, réponses écrites. Il a rempli la première page. Voilà son nom, tout est là-dessus. Et puis, quand il a lu le reste des questions, il a demandé à partir pour ne revenir qu'une semaine après. Depuis 2019 jusqu'à ce jour, 24 mars 2024, il n'est jamais revenu. Et donc, nous savons de quoi il s'agit. Pour les élections
du 8 janvier 2023. En décembre déjà, ou en novembre, la Cour constitutionnelle l'a interpellé. Nous avons des dossiers des gens qui sont à jour, qui ont toutes les preuves, et pour lesquels il n'a pas donné le quitus fiscal. Donc, nous disons, et nous avons écrit au chef de l'État, nous avons écrit au ministre de l'économie et des finances, le FONAC, pour demander à ce qu'on donne le quitus fiscal, n'est-ce pas, à ceux qui sont concernés, qui veulent aller aux élections. Savez-vous? Oui, bien sûr, les méritants. Nous sommes toujours pour que les gens payent. Oui. Et c'est pour ça que vous dites qu'il faut commencer les démarches en même temps. Dès maintenant. Voilà, dès maintenant. Savez-vous comment ça se passe pour le Sénégal et pour le Ghana? C'est sur simple demande écrite sur l'honneur qu'on est à jour vis-à-vis du fisc. Puis après, on vérifie, bien entendu. D'accord. Et si vous n'êtes pas à jour, eh bien, vous allez payer puisque vous avez fait une lettre pour dire « je suis à jour ». Alors, il ne faut pas que... Donc le candidat fait une lettre officielle oui. Et dit que je suis à jour. Vis-à-vis du fisc. Parce qu'à son niveau, lui, sait qu'il est à jour. Voilà. Et pour ça, on lui délivre le quitus fiscal. Non. Il n'y a même pas à délivrer de quitus fiscal. Ah, d'accord. C'est cette lettre-là seulement à tout moment, on peut l'attraper. Merci beaucoup. C'est cette lettre-là seulement qui met dans le dossier pour aller déposer à l'Assemblée ou pour aller déposer à la Sénat, puisque c'est le cas ici, etc. C'est tout. D'accord. Au Ghana, c'est ça. Au Sénégal, c'est ça. Donc, on n'a pas besoin d'aller voir le directeur des impôts pour demander un quitus fiscal. C'est l'intéressé qui écrit et qui met dans son dossier. On prend. Maintenant, si on vérifie que ce n'est pas ça, il a des problèmes. Oui, il a des problèmes. D'accord. Donc, en matière de quitus fiscal, beaucoup de gens crient que c'est pour exclure les gens. Et ça commence par faire des doutes dans la tête de tout le monde. Parce qu'il y a des parents qui commencent par dire qu'ils connaissent des gens qui ont été députés en 2019 et qui n'ont pas payé des impôts et qui ne sont pas à jour vis-à-vis du fisc. Ah, ça pose problème. Si aujourd'hui, nous demandons qu'il y ait un audit pour vérifier, les dossiers de tous ceux qui ont déposé leur dossier au niveau de la Sénat pour les élections 2019, pour les élections 2023, nous risquons d'avoir des surprises. D'accord. Je ne dirai pas quelles surprises. Est-ce que c'est des surprises favorables ou des surprises défavorables? Je ne sais pas. On va poursuivre avec les questions. Le taux pour éliminer les gens. Il dit ce sur quoi les députés comptent pour aller à 20%. C'est pour ça que nous demandons qu'il y ait un audit pour dire comment on a attribué les postes de députés à tous les 3 partis qui sont là aujourd'hui. Quand on fera ça et qu'on verra clair, le quotient électoral de chacune des circonscriptions électorales doit être connu de tout le monde. Et on verra ce que chacun a eu réellement comme voix. Et à partir de là, on saura ce qu'il y a lieu de faire. Donc, c'est de ça Et voilà pourquoi nous parlons de transparence. Si on joue la transparence et que tous les partis travaillent correctement, on verra bien qui a 20%, qui n'a pas 20%. Et la transparence est nécessaire. Monsieur Boya dit qu'il est à la retraite depuis 19 ans. C'est ça, hein? Oui. Il demande combien de temps vous avez fait à la retraite. Moi, ça, c'est une question privée quand même. Oui, je vais répondre si vous permettez. Allez-y. Je suis admis à la retraite en l'an 2000. D'accord. Nous sommes en 2024. Ça fait 24 ans que je suis à la retraite officiellement. Et vous avez encore de l'énergie. Absolument. Et je continue de travailler. Patient Oussou, il parle de plus de valeur au Bénin. Et il ajoute que le code n'a rien de grave. Mais il parle quand même de l'imposition qui est dans le code aujourd'hui. Il dit pour lui, normalement, on ne devait pas mettre ça dans un code. Ce sont les partis politiques qui doivent dire, voilà, vous êtes militant de notre parti, vous êtes élu, vous voulez parrainer, vous devriez parrainer notre candidat et non pas à aller inscrire ça dans un code. Alors, vous êtes en phase avec lui? Bien sûr, je vais répondre. Prenons l'exemple des pays qui font le parrainage. On en a 3 au moins. Nous suivons le plus souvent la France. Savez-vous combien de parrains il y a en France pour pouvoir parrainer les candidats? Nous avons 42 600 parrains. Je répète, 42 600 parrains pour parrainer les candidats aux différentes élections. Et vous savez combien on demande comme parrain au candidat président de la République? On lui demande 500. Sur les 42 600, il n'a qu'à donner 500. Autrement dit, ça fait 0,011%. 0,011%. Ça fait même pas 1%. Vous voulez qu'on aille au Sénégal? Au Sénégal, il y a 3 méthodes pour pouvoir faire le parrainage. Il y a le parrainage citoyen, il y a le parrainage des élus et il y a le parrainage, n'est-ce pas, mixte. Au parrainage citoyen, on va voir les électeurs pour dire je veux être candidat. Parrainez-moi. La loi dit vous avez le droit de donner 0,6%
à 0,8% d'électeurs pour vous parrainer. Même pas 1%. 0,6 à 0,8%. Le parrainage des élus, les députés, vous donnez 13 sur le nombre qu'il y a, pas plus. 13, je dis bien 13. Et puis... C'est pas 13%. Non, c'est 13 individus, 13 D'accord. députés. Sur le nombre qui sont, ils sont plus que nous ici. 13, on demande. Puis, maintenant, au niveau de l'administration territoriale, ce que nous appelons ici les collectivités locales, là, vous pouvez également y aller pour demander. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Au niveau de la Côte d'Ivoire, vous voulez savoir? On n'a pas le temps. D'accord. Si vous voulez, on reviendra pour donner des précisions à tous ceux Il qui n'y a veulent pas savoir. de souci. François Coussemon, qui parle de plusieurs... Bon, ça c'est une demande. Il demande de rediffuser plusieurs fois cette émission. C'est à vous de voir. C'est indirectement, il remercie. Et donc, il parle de la Cour. Oui, la Cour, la décision de la Cour est sans recours. Oui. Il n'y a plus rien à faire. Non, pour l'instant, nous sommes légalistes, mais Oui. les propositions que nous venons de faire peuvent permettre de corriger. Nous avons encore 18 mois pour corriger. D'accord. Si les honorables députés que j'ai interpellés gentiment, humblement, les 3 présidents de groupes parlementaires, s'ils prennent à bras le corps les propositions, les recommandations des uns et des autres, ils peuvent toujours faire des propositions d'amendement dans le délai des 18 mois qui nous séparent de la date butoir exigée par la CEDEAO pour permettre à ce que les corrections nécessaires se fassent. Mais ce qui est important, si on ne fait pas la correction pour l'article 90 afin de donner réellement les PV et les feuilles de dépouillement aux candidats, aux représentants des candidats ou aux représentants des partis politiques, ça va créer des problèmes. Je voudrais rappeler que j'ai eu la chance d'avoir été président du Conseil de l'Union africaine contre la corruption. 55 États. J'ai essayé de parcourir ces pays pour faire une enquête. 32 pays sont en guerre. 32 pays sur les 55 sont en guerre. Et quand nous avons cherché à savoir pourquoi ces pays-là sont en guerre, on a trouvé 3 raisons. La première, injustice. La deuxième, frustration. La troisième, corruption. 32 pays sont en guerre. On sait quand ça commence, on ne sait jamais quand et comment ça va finir. Comme nous avons une situation où les gens crient déjà qu'il y a exclusion, nous demandons à tout le monde le calme. Nous demandons la transparence. Nous demandons à ce que tous les députés puissent faire en sorte qu'il y ait réellement la transparence. Qu'il n'y ait pas de frustration. Et c'est pour ça qu'au FONAC, nous disons frustration plus frustration égale détonation. Il ne faut pas que le Bénin détonne. D'accord. C'est ce que je voudrais dire. Merci. Pour que nous puissions continuer. On va sur WhatsApp à présent. Oui, il y a Gaëtan Kokoroko d'Aïdjedo qui a envoyé donc plusieurs questions. Donc, il a certainement eu la réponse, hein, mais je vois la fin de sa question qui dit « Avez-vous la chance de dire au président de la République d'œuvrer pour la paix afin que, après lui, le Bénin continue de vivre comme il l'a retrouvé ?» C'est une question que Gaëtan Kokoroko pose. L'émission que nous sommes en train de faire maintenant, il y a bien des personnalités qui écoutent cette radio qui est très bien écoutée et qui donc font le point au fur et à mesure au chef de l'État de ce que la presse a eu à dire dans le week-end. J'espère et je souhaite que ceux-là qui ont pour mission de faire le point au chef de l'État lui feront le compte-rendu fidèle de ce que nous venons de dire. Mais en ce qui nous concerne, je viens de vous le dire tout à l'heure que le FONAC a écrit au président de la République et au ministre de l'Économie et des Finances pour proposer que si les gens sont à jour, qu'on leur donne le quitus fiscal. C'est déjà quelque chose pour amener la paix. Nous allons le faire encore pour permettre à ce que les choses se passent dans la paix pour 2026. On le fera également. D'accord. Georges Léra qui dit les nouvelles réformes aujourd'hui en 2026, le peuple ne va-t-il pas se voir imposer un candidat qu'il n'aurait pas voulu? Et si ça arrive et que le peuple ne vote pas pour ce dernier, à quoi allons-nous assister dans ce cas? C'est une question de Georges Léra sur WhatsApp. Nous souhaitons que les choses se passent autrement. Quand vous refusez aux gens d'aller se présenter devant les électeurs pour dire « me voici », vous faites de l'exclusion. Et quand vous faites de l'exclusion, on demande à tout le monde d'être calme et d'y aller. Maintenant, si au moment du vote, on se rend compte qu'il n'y a pas la transparence,
et qu'on a fait le trucage nécessaire, la fraude électorale, ça peut éventuellement créer des frustrations. Et quand ça crée des frustrations, nous ne savons pas la suite. Donc, il faut tout faire pour éviter que ça se passe comme cela. Si les gens ne votent pas pour quelqu'un, il faut qu'on puisse constater qu'on n'a pas voté pour lui, plutôt que de chercher à tout prix à ce que l'on puisse dire qu'on a voté pour lui alors qu'on n'a pas voté pour lui. D'accord. Hervé Guidigui à présent de FIFA dit « Ma préoccupation est celle-ci par rapport aux recommandations faites par le FONAC. S'il arrive que ces recommandations ne sont pas respectées, quels moyens de pression le FONAC dispose pour faire respecter donc ces recommandations ?» C'est la question. J'ai dit tout à l'heure que nous sommes dans la structure de proposition. Les structures de décision sont l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, le président de la République. Nous, on ne fait que éveiller les consciences. Nous ne faisons que faire des propositions pour que les décideurs puissent analyser objectivement ces propositions et que ces décideurs-là puissent les prendre en compte. Si les décideurs ne les prennent pas en compte et que éventuellement ça dégénère, ce serait dommage pour le pays. Nous estimons que si on fait la transparence, si on fait les choses correctement et que le meilleur gagne vraiment, tout le monde sera en paix. Mais c'est quand on ne fera pas ça et que l'on va faire la fraude électorale pour faire passer celui qui n'a pas été élu qui peut créer des problèmes. Voilà ce que je peux lui répondre. Il y a une question ici de tous Carlos Kodjovi, Djondo, de Godome Togudo. Il pose la question que je vais reformuler parce que le style ne me rassure pas du tout et qu'il m'en excuse tout simplement. Il pose la question, vous appelez au calme. Pour lui, est-ce qu'on doit rester au calme jusqu'à ce que le pays sombre? Non, le pays ne sombrera pas. Nous souhaitons que le pays ne sombre pas et le pays ne sombrera pas. Aucun dirigeant, à notre avis, n'a intérêt à ce que le pays sombre. Donc, tous les dirigeants de ce pays ont intérêt à ce que le Bénin se pacifie et que tout aille normalement pour le développement de notre nation. Et c'est pourquoi nous venons faire des propositions constructives, des propositions qui vont permettre à ce que tout se passe correctement, sans violence, sans heurts, pour que nous puissions sortir grandis et qu'on laisse le temps aux autorités de faire des programmes de développement durable pour que notre pays puisse avancer. Il y a un autre qui pose la question à Jovi et Donald. Il a posé plusieurs questions. Je vais retenir deux seulement. Première que je vais retenir. Que feriez-vous au moment opportun si certains candidats potentiels n'ont pas leur quitus fiscal? C'est sa première question. Et la deuxième, quelle stratégie pensez-vous adopter au niveau du FONAC pour lutter contre la fraude des élections? Si des candidats, hélas, n'arrivent pas à avoir leur quitus fiscal alors que nous avons suggéré tout à l'heure, nous avons proposé. On commence par le faire dès maintenant. Mais c'est ça. Donc 2023, 2024, 2025, soyez à jour. Que tous les membres des partis politiques se mettent à jour. Et une fois que ce seraient ces membres des partis politiques qui seront à jour, les dirigeants des partis vont trier dans le lot de ceux qui sont à jour pour constituer leur dossier pour qu'on ne puisse pas leur dire qu'ils sont out. Maintenant, s'il y en a qui n'ont pas leur quitus fiscal, malgré qu'ils soient à jour, le FONAC est là à disposition. Ils n'ont qu'à se saisir et nous allons leur proposer également de saisir les autorités compétentes pour que leur recours puisse se faire dans le temps. C'est pour ça que nous demandons de se lever tôt. S'ils sont à jour 2023, à jour 2024, à jour 2025 et qu'ils demandent en 2026, si on ne leur donne pas, tout de suite, ils ont le temps de saisir les autorités de recours pour qu'on puisse venir à leur secours et qu'on puisse rétablir la vérité. Il a parlé également des dispositions que vous allez prendre pour éviter la fraude lors des élections, le FONAC. Le FONAC en 2016. Le FONAC en 2016 a fait un rapport pour les élections présidentielles deuxième tour. Nous avons eu dans les 546 arrondissements les résultats concrets pour le candidat Patrice Talon et pour le candidat Lionel Zinsou. Nous avons fait le rapport qui est ici. Nous l'avons publié en français et en anglais pour permettre à ce que tous les partenaires techniques et financiers qui parlent anglais ou qui parlent français et tous les responsables à divers niveaux
puissent lire les résultats. Donc, c'est possible de le faire. C'est possible. Nous, modestement, on n'a pas les moyens de pouvoir faire le tout, mais on a fait les 546 et on a les résultats au niveau de chacun des arrondissements. Donc, aidez-nous à faire. Je profite de l'occasion pour remercier Toundé, Imprimerie Toundé. C'est Imprimerie Toundé qui nous a fait gratuitement l'impression de ce rapport que nous avons et qu'on peut consulter. Tous les résultats sont là-dedans. Donc, il y a la transparence. À partir de cet instant où on sait que nous avons fait ça et que nous avons mis ce résultat à la disposition de tout le monde, tout s'est calmé. Plus personne n'a crié. Vous imaginez, tous ceux qui étaient derrière le candidat Lionel Zinsou, on était sûr que c'est lui qui allait gagner. Et pourtant, il n'a pas gagné. Donc, nous avons donné les résultats pour dire du calme. Venez voir les résultats. Les voici. Sortis des urnes. Donc, tout le monde s'est tu. Voilà ce que nous pourrons dire. D'accord, merci beaucoup à vous. Il y a Charlemagne Sarroyon qui nous écrit de Kokokodji. Il demande à l'invité si la corruption a augmenté ou diminué depuis 7 ans. C'est la question. Il n'y a pas eu malheureusement une enquête qui permet de dire si la corruption a diminué ou augmenté depuis 7 ans au Bénin. Ce que nous avons pour l'instant, c'est l'indice de perception de la corruption qui est sorti de Transparency International et qui a évalué 180 pays. Le Bénin a eu 43 points sur 100. Donc, nous n'avons pas eu la moyenne. L'année dernière, nous avons également eu 43 points sur 100. On n'a pas eu la moyenne. Donc, c'est ça. Pour vous donner une idée de grandeur de l'évolution de la corruption au Bénin, je dirais tout simplement, à ma qualité de ancien président de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, à ma qualité de président de l'Observatoire de lutte contre la corruption, à ma qualité de président du réseau des institutions de lutte contre la corruption de la CEDEAO, à ma qualité de président du Conseil de l'Union africaine sur la lutte contre la corruption, et enfin, à ma qualité de président du FONAC actuellement, je vous dirai tout simplement qu'en matière de lutte contre la corruption, l'évolution du Bénin se fait en dents de scie. Un coup, nous avançons, un coup, nous sommes au plateau, un coup, nous descendons, un coup, nous remontons. Voilà ce que je peux vous dire. D'accord. Il y a Jonas Aefi qui a parlé également de quitus fiscal. Je crois que la réponse a été déjà donnée. Je vais donc revenir sur ce plateau. Il y a encore beaucoup de questions. On ne pourra pas donc répondre à tout ça. J'ai essayé de le faire par ordre d'arrivée. Je vais vous donner maintenant la parole. C'est pour dire votre mot de fin pour que nous puissions clôturer donc cette émission. Merci beaucoup. Je remercie les auditeurs et les auditrices qui nous ont écoutés jusqu'à maintenant. Oui. Je veux leur dire que le FONAC prône la paix. La paix. C'est pourquoi vous appelez au calme. C'est pour ça que nous appelons au calme. 2. Le FONAC est légaliste. La Cour constitutionnelle a pris la décision. Le chef de l'État a promulgué la loi. Nous prenons acte. Troisièmement, il y a des incongruités dans le dossier. Nous avons relevé ces incongruités. Nous avons supplié les présidents des groupes parlementaires, les 3 qui sont à l'Assemblée nationale actuellement, qu'ils les prennent en compte pour qu'ils puissent faire les corrections nécessaires. Nous allons prier le président de la République, le ministre de l'économie et des finances, pour que des instructions soient données au directeur général des impôts, afin que tous ceux qui sont à jour ou qui seront à jour vis-à-vis du fisc puissent avoir leur quitus fiscal pour qu'il n'y ait pas encore des problèmes. Nous avons demandé à ce que tous les partis politiques puissent inciter les citoyens à aller s'inscrire sur les listes électorales. Nous avons demandé à ce que personne mineur, personne étranger n'aille voter le jour du vote. Et nous avons demandé que les résultats soient proclamés poste de vote par poste de vote pour qu'il y ait la transparence, comme l'exige le code électoral. Si nous faisons tout ça, le meilleur va gagner et nous verrons bien qui aura les 20% ou pas. Et maintenant, s'il n'y a pas les 20%, l'arbitre est là qui va trancher pour dire, ben voilà, personne n'a les 20%. Dans les 24 circonscriptions électorales, on fait quoi? Est-ce qu'il faut recommencer les élections ou bien il faut trancher? On verra. Donc nous disons, nous respectons la loi. Maintenant, il faut que ce soit transparent. Une fois que c'est transparent, tous ceux qui parlent aujourd'hui, qui crient aujourd'hui, ne sont pas sûrs de faire les 20%. On verra bien. D'accord. Voilà ce que je peux dire
Merci. Remercier à nouveau tous ceux qui ont écouté cette émission pendant les 90 minutes que nous venons de passer ensemble. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Jean-Baptiste Elias. Vous êtes le président du Front des organisations nationales contre la corruption FONAC. À nouveau, merci d'avoir partagé le plateau de franc-parler avec nous ce dimanche. Fidèles auditrices et auditeurs, merci à vous aussi pour l'écoute et la participation à cette émission. Était à la mise en onde Ghislain Agbangba, à la prise de vue Job Chipé et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Merci et bonne journée dominicale.